Très chers téléspectateurs de Motiva News TV, nous sommes très contents de vous savoir nombreux sur cette chaîne pour suivre l'émission Table Ronde. Table Ronde, nous parlons de l'indépendance de la RDC 65 ans après. Au menu pour ce numéro, la République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2025 le 65e anniversaire de son indépendance. Ce fut le 30 juin 1960 que le pays dirigé actuellement par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. À l'occasion, le président de la République s'est dans son discours attelé sur la mémoire de héros de l'indépendance, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la signature d'un accord de paix historique avec le Rwanda, le renforcement des partenariats économiques avec les États-Unis et d'autres partenaires et ou autres acteurs internationaux, ainsi qu'un appel solennel à l'unité nationale. Nous sommes là pour parler de ces 65 ans d'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Et pour ce faire, nous accueillons Maître Vincent Kayembe Tchamoumaya. Il est coordonnateur provincial de la CNDH, entendez, Commission nationale pour les droits de l'homme, ici au Kassai central. Nous sommes avec lui, Maître Vincent Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Adessa. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je suis content, ravi, pour ne pas dire ravi jusqu'au 7e ciel. Et aussi merci pour cette invitation que vous m'avez adressée. Et je crois que le thème est alléchant et c'est un point qui tombe, c'est un sujet qui tombe à point nommé. Et merci une fois de plus. Et quand même la santé se voit. Oui, sans problème, sans tenir compte de toutes les péripéties, des aléas de la vie, mais de manière globale, en tant que Congolais, nous sommes là pour pouvoir servir le pays. 65 ans d'anniversaire, nous en parlons. Abonnez-vous massivement et likez pour nous suivre en intégralité. Bonsoir, je suis Carmel le motivateur. Je suis entrepreneur de la ville de Kananga. Ici, nous sommes dans la kermesse, cette activité qu'on a organisée pour les entrepreneurs et tous ceux qui veulent se divertir. Alors, je vous invite à venir sur le stand que j'ai, que vous êtes en train de voir. Il y a les produits qui sont là que vous pouvez acheter. Il y a le beurre, il y a les samoussas, il y a les chips, il y a des croquettes. Tout ce que vous pouvez avoir besoin pour manger, ça y est ici sur mon stand. Venez à un bon prix. Venez vous divertir avec nous. Venez acheter les produits très bien préparés, les produits bio, les produits à moins cher. Vraiment, je vous attends tous. Venez acheter et ça fera du bien. Ciao. Voilà, comme nous étions en train de le dire, très chers téléspectateurs, nous avons Maître Vincent Kayembe Tchamoumaya, coordonnateur provincial de la Commission nationale pour l'État, pour les droits de l'homme, ici en province du Kassai central, dans la ville de Kananga où nous nous retrouvons. Merci, vous qui êtes dissipés dans le monde entier, merci de votre fidélité à Motiva News TV dans cet espace table ronde. Et voilà, nous étions en train de le dire, nous parlons de l'indépendance de la RDC 65 ans après. Maître Vincent Kayembe, avant tout, quelle est l'aperçu historique que vous avez d'abord sur cette indépendance de la RDC avant de passer à toute autre chose? Oui, l'aperçu historique est simple et cela pourrait me permettre de me plonger dans l'histoire politique pour pouvoir extirper quelques éléments d'analyse. Et mon analyse va devoir se focaliser sur l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect juridique et l'aspect diplomatique. Sur le plan purement politique, je voudrais juste saucissonner ma réflexion en quelques points. Il faut partir de 1885 jusqu'à 1908
de 1908 jusqu'à 1960, de 1960 jusqu'à 1965, de 1965 jusqu'à 1997. Donc là, je vais... Parlant de la première, deuxième, troisième République. Non, pas forcément par rapport à ça. Comprenez un peu mon analyse. Je vais partir de 1997 à 2003, de 2003 à 2006 et de 2006 jusqu'à nos jours. Alors, je voudrais, par rapport à cet aperçu historique, vous dire que avant d'accéder ou avant l'accession de notre pays à sa souveraineté tant internationale que nationale, il y a eu des mouvements, des luttes qui ont été menées, il y a eu des actes de violence, ainsi que vous avez par exemple toute une journée qui est consacrée aux martyrs de l'indépendance. De l'indépendance, évidemment. Ce sont des gens qui se sont battus, n'est-ce pas, qui ont mené des luttes, qui se sont sacrifiés, qui ont versé de leur sang pour que notre pays accède à l'indépendance. Non seulement il y a eu des luttes, mais il y a eu aussi des mouvements de revendication à travers le héros de l'indépendance. Vous avez par exemple Emery Patrice Lumumba. Il n'était pas seul, il était accompagné d'autres Congolais qui étaient pétris de l'idée de voir notre pays accéder à son indépendance. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que nous arrivions à l'indépendance. Mais de 1885 jusqu'à 1908, vous savez, notre pays était considéré comme une propriété privée. Et cette propriété appartenait bien entendu à Léopold II, lui qui n'a jamais été au Congo, mais qui a dû envoyer des explorateurs, à part Diego Cao, mais il avait personnellement envoyé Henri Morton Stanley. Donc à partir des éléments issus de l'exploration, lui a su gérer le pays, à ce moment-là étant indépendant du Congo, sans être au Congo. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Et se voyant ainsi obnubilé, criblé de dettes, etc., il va devoir léguer notre pays. Et là, nous sommes en 1908. Lorsqu'il va léguer le pays, ça veut dire que notre pays, il va changer des dénominations et désormais, pour être débaptisé Congo belge, qui était devenu la colonie belge, placée sous la tutelle, je dis bien placée sous la tutelle de la Belgique. Et je vais insister sur cet aspect, c'est à partir de 1908 jusqu'à 1960. Et j'ajoute, sur le plan purement législatif, le plan juridique, pendant cette période, la RDC n'avait pas de constitution. Il n'y avait que la charte coloniale. Et en ce moment-là, d'ailleurs, pendant cette période, quand notre pays est devenu la colonie belge, la RDC, notre pays dépendait directement des lois qui étaient votées par le Parlement belge. Évidemment. Alors nous, il y avait même un ministre qui s'occupait des colonies. Et certainement, c'était la Belgique qui pouvait nous diriger, considérée comme l'ancienne puissance de la métropole. Alors ça veut dire que tout ce qui s'est passé était décidé à partir de la Belgique et on venait appliquer ici au Congo parce que c'était une colonie. Je vais encore ajouter un élément important, c'est qu'en 1985, à l'issue de la conférence de Berlin, qui a eu lieu entre 1884, d'abord 1884, c'était au mois de novembre, pour s'achever au mois de février 1885. Je vais vous dire que c'est en 1985 qu'on a dû présenter notre pays comme une colonisation. Imaginez-vous. Et là, le bassin du Congo était ouvert à tout le pays. Chacun pouvait venir avec des découpages de l'Afrique, mais pour notre pays était ouvert à tous les autres, n'est-ce pas? Les gens pouvaient venir exploiter le bassin du Congo. Vous voyez. Donc, la vente de notre pays, la marchandisation de notre pays, ça veut dire que cela a commencé depuis la colonisation. Alors, j'avance. Lorsque, certainement, il y a eu des mouvements de lutte avec Lumumba à la tête, je vais ajouter d'autres Congolais de bonne foi qui se sont battus corps et âme, et cela a provoqué le véritable tollé. Alors il fallait que la Belgique cède aussi, n'est-ce pas, ou cède à tous ces mouvements de revendication pour décréter l'indépendance. Mais un élément important, c'est que la Belgique elle-même était très mal préparée parce qu'elle avait acquis son indépendance en 1830. C'est vrai sur papier,
Mais le Pays-Bas, considéré comme la Hollande, parce que la Belgique, les gens doivent le savoir, Oui. la Belgique était aussi colonisée par la Hollande. C'est évidemment. la Hollande qui a reconnu aussi l'indépendance de la Belgique 8 ans plus tard, soit en 1838. Ouais. Donc ça veut dire que en 1838, l'autre accède à son indépendance et ça coïncide aussi avec la conférence de Berlin qui a pu porter sur le partage de l'Afrique. Alors, en 1960 maintenant, nous sommes en 1960. Vous avez entendu le discours de Lumumba, vous avez suivi le discours du roi Baudin lui-même, parce que lui disait que c'était l'indépendance, c'était le génie créateur des Belges, mais il a été vite contredit par Lumumba, qui pouvait juste dire que ce n'était pas à la suite du génie belge, mais c'était au moyen des luttes, n'est-ce pas, des sacrifices énormes consentis par les Congolais eux-mêmes, que maintenant, on ne puisse pas considérer l'indépendance comme un cadeau, mais plutôt un droit. Alors, ça veut dire l'indépendance, oui, en 1960, nous sommes le 30 juin, ça veut dire que nous avons obtenu notre libération. Parce que le mot indépendance n'est rien d'autre que la libération de la nation et la libération de l'homme. Donc, toutes les libertés qui étaient confisquées ont été jadis reconnues à l'issue de l'indépendance, à la suite de l'indépendance, reconnues aux Congolais et à la nation congolaise. Et c'était l'autodétermination, l'autogestion. Et la RDC s'était totalement débarbouillée de la tutelle belge. Donc ça veut dire que nous avons accédé à l'indépendance. Mais, messieurs les journalistes, avec votre autorisation, partant toujours de cet aperçu, je voudrais ajouter quelques éléments importants. Nous avons acquis l'indépendance. Nous sommes le 30 juin 1960. Évidemment. Est-ce que les Congolais étaient préparés pour prendre la relève après le départ des Belges? C'est ça la plus grande question que nous pouvons nous poser. Et veuillez en répondre. Oui, je vais répondre à cette question-là. Et un autre élément, je voudrais faire constater, observer quelque chose. C'est que, aussitôt après l'indépendance, nous avons connu des guerres byzantines. En d'autres termes, quand l'autorité suzeraine est partie, c'est-à-dire l'autorité coloniale est partie, tellement que les Congolais n'étaient pas du tout préparés, c'est le début maintenant de la sécession. Vous pouvez vous imaginer, messieurs les journalistes, 11 jours après, soit le 11 juillet 1960, c'est la sécession du Katanga. Évidemment. Voilà le début. Et nous sommes toujours en 1960, au mois de septembre. Vers le 14, je vais vous dire que Mobutu avait tenté le premier coup d'État. Et il a échoué. Les choses ne s'étaient pas limitées à ce niveau, il a échoué. Je vais y revenir en 1965. Et les choses ne s'étaient pas limitées à ce niveau. Il y a une guerre entre Kassavoum, qui était le président, et Lumumba. Suite à quoi? Suite à une ambiguïté d'une disposition qui était incorporée dans la loi fondamentale du 18 mai 1960. Parce que quand nous avons accédé à notre indépendance, sur le plan juridique, c'était plutôt la loi fondamentale. Alors cela va créer une guerre, une incompréhension, n'est-ce pas, entre Joseph Kasavubu, qui était le président, et le premier ministre Lumumba. Alors, qui pouvait dominer sur l'autre? Qui pouvait avoir la conduite, la gestion du pays? Et c'est là, depuis septembre 1960, cela a conduit petit à petit jusqu'à l'assassinat de Lumumba. Nous sommes le 17 janvier 1961. Vous allez comprendre que c'était juste des guerres byzantines, des actes de violence. Il y a eu à un certain moment donné des sécessions. Nous ne sommes pas limités à ce niveau. Vous vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Kalonji Moulopoué, n'est-ce pas, avec le gouvernement? Il s'était retiré au sud Kasaï. Donc il y a eu des rébellions presque partout, et même plus loin, Moulélé et Lumumba, qui à un certain moment donné avait fait alliance avec l'homme du Palou, Antoine Gizenga, pour se retirer du côté Kisangani, Elisabethville. Donc il y a eu des tohubohu, je dirais le chaos au niveau du pays, juste après l'accession de notre pays à l'indépendance. Voilà, Maître Vincent, vous avez vraiment essayé de ramasser l'historique et aussi les dates épineuses de l'indépendance de la RDC, de l'histoire de l'indépendance de la RDC. Voilà que nous sommes aujourd'hui en 2025, 65 ans après. La RDC a-t-il connu un changement? Si oui, sur quel plan? Sinon, que faire pour y parvenir? Voilà, monsieur le journaliste.
question est intelligente. Je vais vous dire une chose. L'indépendance doit s'apprécier maintenant à deux niveaux. Au niveau national ou au niveau interne, au niveau national, au niveau interne et au niveau international. C'est ça même l'idée de l'indépendance. Au niveau interne, l'indépendance doit être perçue comme la libération de la nation, la libération de l'homme. Et cette libération doit par principe conduire à des changements. Changements socio-économiques, changements juridiques et changements politiques. Politique, évidemment. Question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que nous avons connu des changements? Je dis jusque-là non. Pourquoi? Je m'explique. Nous sommes en 1960. 1965, il y a eu quoi? Il y a eu le coup d'État de Mobutu. Oui. Imaginez-vous. Alors qu'il y avait des tentatives pour doter notre pays d'une meilleure constitution appelée constitution de Louabourg. Évidemment. Et certainement, la constitution a été élaborée ici. Parce qu'il y avait une équipe ici à Kananga Louabourg. Évidemment. N'est-ce pas? Les gens peuvent s'en souvenir. Vous savez, il y a une commission qui a été instituée et qui avait des manières intelligentes, des manières scientifiques, élaboré la meilleure constitution. Et notre pays devrait être doté de cette constitution. La constitution n'attendait que le quitus des autres instances du pays. Mais malheureusement, Mobutu vient avec ces coups-là, le coup d'État. Alors, ça c'est sur le plan purement politique. Mais Mobutu ne s'est pas limité à ce niveau. Sur le plan politique, il va nous amener petit à petit jusqu'à la création du parti État qu'on a appelé MPR. Nous sommes en 1967, même si à la limite, on peut dire que nous avons connu notre âge d'or sur le plan économique. J'ajoute, sur le plan économique, je dois être franc, 2 ans après le coup d'État de Mobutu, soit en 1967, en tout cas, nous avons connu une floraison économique. Parce qu'en ce moment-là, un franc congolais valait 2 ou 3 dollars américains. Ça, nous devons reconnaître. 2 ans après l'accession, 2 ans après le coup d'État de Mobutu. Mais sur le plan politique, il va instaurer le parti État, c'est le 20 mai 1967. Il ne va pas se limiter à ce niveau. Il continue. En 1971, il va rebaptiser notre pays. Alors, ça cesse d'être la République démocratique du Congo pour devenir la République du Zaïre. Vous voyez, là, vous êtes dans l'histoire. Non, pas dans l'histoire. Je vais donner les éléments. Nous puissions parler des 65 ans après. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Les changements, j'explique. Je vais expliquer les changements. Est-ce que sur le plan politique, nous avons connu des changements? Mais je dis non, il y a eu des coups d'État. Et nous continuons encore jusqu'en 1997, quand M. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Est-ce que c'est pour arriver à ces changements? Mais non, lui aussi est venu avec un pouvoir autocratique. Alors que Mobutu avait instauré un régime totalitaire, un régime dictatorial, parce qu'il y avait la confiscation des pouvoirs, il s'était attribué tout le pouvoir. Est-ce que dans notre pays, nous avons connu sur le plan politique ces changements? Nous est qui devrait venir avec un vent nouveau, il trouve déjà un terrain balisé parce que Mobutu lui-même, depuis 1990, il était déjà affaibli avec des marches, avec des grèves, avec des actes de pillage, avec des massacres des étudiants. Vous savez, les étudiants de Lubumbashi, à Kinshasa par exemple, les militaires qui avaient mené des actes de pillage. Alors, Mouzé arrive, et ça n'aboutit pas, il est assassiné en 2001, et quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, ouais, n'est-ce pas? Le pays était émietté. Nous reconnaissons tout de même que déjà en 2003, on peut annoncer la fin de la guerre. Ça veut dire que depuis 1960 jusqu'à ce jour, sur le plan politique, notre pays a connu des tumultes, a connu des tensions, a connu des assassinats politiques. Notre pays, n'est-ce pas, a connu même des guerres. Parce qu'on dit la première guerre du Congo, c'est en 1997, avec M. Laurent Désiré Kabila, lui qui a facilité l'entrée sur le sol congolais des Rwandais, n'est-ce pas? Même si à la limite, les Rwandais étaient venus, mais il était venu avec des militaires pour dire que c'est la libération, mais il venait pour exploiter nos richesses. Et je voudrais encore dire, sur le plan politique, nous sommes en 2003 avec la constitution de la transition, le dialogue intercongolais, et après le dialogue, quand même, notre pays a été doté de la Constitution. Nous sommes le 18 février 2006. Et 2006, il y a eu élection. Ça, nous reconnaissons maintenant. C'est qu'effectivement, nous avons senti quand même la démocratisation. Donc, un tout petit peu là,
avec la tenue d'élections en 2006, Évidemment. même si des élections semblaient être chaotiques. En 2011, j'ajoute un aspect, Oui. il y a eu élection en 2000. C'est ce que moi je peux dire sur le plan politique. Ces changements, c'est seulement beaucoup plus. Nous avons senti ça en 2019. Donc avec les élections du 30 décembre 2018 et l'alternance, moi j'insiste sur l'aspect. Donc depuis 1960, le meilleur changement que nous puissions faire constater, le meilleur changement que nous ayons eu, ça je vous le dis sur le plan politique, c'est cette alternance politique. Parce que nous avons vu que Joseph Kabila qui était là, n'est-ce pas, au pouvoir, a pu céder juste son pouvoir de manière honorable, de manière civilisée, de manière tout à fait pacifique à Félix, à l'actuel président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire, en d'autres termes, que sur le plan politique, oui, il y a eu ce changement, oui, mais le changement que nous avons connu en 2019, je dis bien en 2019, vous voyez, jusqu'à ce jour, oui, quand même, cette alternance nous dit quelque chose. Donc là, vous saluez les actions du président actuel. J'y arrive, non, sur le plan purement politique. Évidemment, parce que vous vous êtes beaucoup plus appesanti sur le plan politique, omettant d'autres aspects. Non, je prends maintenant l'aspect économique, oui, journaliste. Oui. Sur le plan économique, vous savez que, comme je l'ai dit, 2 ans après le coup d'État de Mobutu, nous avons connu ce qu'on appelle âge d'or. Ouais. Parce qu'en ce moment-là, un franc congolais pouvait valoir, n'est-ce pas, 2 ou 3 dollars américains. Mais, mes journalistes, un coup de massue, c'est en 1973, lorsque Mobutu va procéder à ce qu'on appelle zaïrianisation. C'était une mesure radicale parce qu'il a nationalisé. La zaïrianisation, c'est-à-dire il avait ravi les biens qui appartenaient aux étrangers pour les donner à l'État congolais. Mais les gens qui étaient là, qui pouvaient s'occuper de la gestion de tous ces biens, des entreprises du portefeuille de l'État, est-ce que ces gens étaient bien préparés? Est-ce qu'ils avaient des notions requises pour arriver à gérer? Je dis non. Il y a eu un peu de toïboyu, de détournement, il y a eu de mégestion, ce que moi j'ai appelé, et ce que je continue à appeler la malgouvernance. Les gens n'ont pas su gérer ces pays comme il se doit. C'est ainsi qu'en 1980, nous avons connu dans notre pays le marasme économique. Le marasme économique, il fallait que, un an plus tard, que le Fonds monétaire vienne à la rescousse de la République du Zaïre avec un fonds en termes d'aide jusqu'à hauteur de plus d'1 milliard, c'était 1 milliard, quelque chose de dollars américains pour aider à redresser l'économie de notre pays. Donc ça veut dire que nous avons connu le marasme sur le plan économique. Ça veut dire que les entreprises du portefeuille étaient très mal gérées parce que les gens n'étaient pas préparés. Et même j'ajoute encore un aspect important sur le plan sécuritaire. Il y a eu des tentatives ici parce qu'il y avait des tigres qui étaient venus de l'Est. Revenons d'abord sur le plan économique, c'est ce qui fait aujourd'hui que la RDC soit classée parmi les pays pauvres. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire, sur le plan économique, toujours sur le plan économique, parce que ça c'est un aspect aussi social, j'y arrive. Sur le plan économique, quand nous avons connu le marasme en 1980, 81, on nous vient en aide. Nous arrivons en 1984, Mobutu est proclamé l'homme le plus riche de la planète. Alors que le pays était obnubilé de dettes, criblé de dettes. Imaginez-vous, un individu qui va s'enrichir plus qu'une nation, plus qu'un État. Évidemment. Voilà, nous sommes restés avec cette situation jusqu'au stade où les efforts, où nous en sommes maintenant, parce que les efforts sont fournis maintenant, nous avons repris les différentes revues avec les institutions de Bretton Woods au stade actuel, parce que pendant cette période, il n'y avait pas assez de confiance. On a tenté, on n'avait pas conclu les revues. Mais aujourd'hui, quand même, ça, je peux le dire, le gouvernement actuel a pu travailler. Nous sommes en programme avec les institutions de Bretton Woods et ces institutions ont quand même repris, n'est-ce pas, les programmes avec l'État congolais. Ça veut dire que sur le plan économique, il y a un bond, n'est-ce pas, sur ce plan-là, il y a un bond. Nous avons repris avec les institutions de Bretton Woods petit à petit. Vous avez amorcé les plans sécuritaires. Aujourd'hui, oui, la RDC fait face à une guerre injuste, si bien qu'il y a eu la signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC par l'entremise des États-Unis d'Amérique. Alors, ces plans peuvent aussi vous piquer à quoi? Oui, ça veut dire que moi, quand je vois ce qui se passe actuellement, je me plonge toujours dans l'histoire.
Oui. Ça a commencé comment? Pour vous parler de plan. Quand Mobutu commet procède au coup d'État, il n'était pas seul, il était appuyé par les Américains. C'est ce que je vais vous dire. Ce que cela vous révèle, parce que ça ne peut pas nous surprendre aujourd'hui que les Américains aient accepté de changer la rhétorique, parce que maintenant, ils se portent en médiateur, ils se présentent en médiateur pour mettre fin à ces conflits. C'est une façon de corriger les erreurs qu'ils ont commises. Ça, nous devons le reconnaître. Aussi une autre Dans façon notre pays, de nous blâmer. Non, pas nous blâmer, mais plutôt prendre conscience de leur devoir, de certaines erreurs qu'ils avaient commises dans notre pays. Parce que j'insiste, en 1960, si Mobutu a commis ce coup d'État, c'était avec la bénédiction, bien entendu, des États-Unis d'Amérique, de la France, on peut aussi ajouter le Canada. Alors, nous arrivons en 1970. Vous savez, il y a eu tentative, parce que certainement, les militaires congolais qui étaient en Angola, raison pour laquelle le chef de l'État est revenu dans son discours en train de faire le jeu doux au président angolais, parce que nous devons bien gérer nos rapports avec l'Angola. Il y a eu tentative en 1977, il y a eu tentative aussi en 1978. Les tigres, n'est-ce pas, congolais vivant en Angola, certainement, voulaient attaquer notre pays à partir du Chaba. Quand on parle de la guerre du Chaba, c'est arrivé comment? C'est dans le cadre des relations avec le Maroc, appuyé par les Américains, certainement, et quelque peu les Anglais ou quelque chose comme ça. Alors certainement, ils sont venus, mais avec beaucoup plus de précision, c'était des Français qui avaient donné la logistique aux militaires marocains pour pouvoir repousser les tigres qui étaient venus de l'Angola. Donc sur le plan sécuritaire, Mobutu, ça nous devons le dire, Mobutu avait mis la mainmise. Mobutu avait la mainmise sur la sécurité de notre pays. C'est ce qu'un auteur a même dit. Si Mobutu prenait l'aspect économique de notre pays, comme il avait pris la sécurité, nous serions au plus haut niveau. Il ne s'est pas limité à ce niveau. Nous avons quand même observé la calmie, il y avait la tranquillité, la paix, parce qu'en ce moment-là, même les pays voisins avaient peur de Mobutu. Mais seulement voilà, la situation devient dramatique avec le génocide. Non, le génocide rwandais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Prenez un peu l'aspect actuel. J'y arrive, monsieur le journaliste. Nous sommes en 1994 avec le génocide au Rwanda. Alors, arrivé 2 ans plus tard, soit en 1996, la communauté internationale va convaincre Mobutu pour accueillir sur le territoire du Zaïre, à ce moment-là, les réfugiés rwandais. Nous les acceptons du côté Ituri, au Nord Kivu, ils vont s'installer, n'est-ce pas? Et quand ils vont s'installer, Kagame va hausser le ton. Il faut quand même comprendre que tout est parti de là. Pour dire, mais écoutez, le Rwanda faisait face à l'instabilité à partir de la RDC. Alors il fallait suivre les interamouins, etc. Ouais. Donc on va utiliser Laurent Désiré Kabila, lui-même qui n'était pas préparé parce qu'il était vendeur d'ivoire et de l'or en Tanzanie. On l'utilise avec la bénédiction des Américains. Ouais. Ils entrent ici croyant peut-être que c'est pour poursuivre, mais l'idée c'était pour avoir de cette bande-là, avoir la même mise sur la sécurité et poursuivre, s'installer et au besoin s'occuper des richesses de notre pays, l'exploitation. Donc vous allez comprendre, même le chef de l'État l'a dit lors de son interview, oui. Il a dit clairement que les Américains nous avaient demandé au nom de la communauté internationale, mais maintenant ils viennent pour corriger. Si nous avons maintenant la présence des Américains dans le cadre des accords de paix que nous signons aujourd'hui avec le Rwanda, c'est justement pour que les Américains corrigent les erreurs qu'ils avaient commises dans le passé. Aujourd'hui, le président de la République s'est prononcé à l'occasion de cet anniversaire. Alors, il a évoqué plusieurs aspects, entre autres la mémoire des héros de l'indépendance, la sécurité, vous en avez déjà parlé. Il a évoqué la signature de l'accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda. On en a également parlé. Le renforcement des partenariats économiques avec les États-Unis et d'autres acteurs internationaux, on en a aussi évoqué, ainsi qu'un appel solennel à l'unité nationale. Ces discours, comment vous l'interprétez, même dans quelques secondes? Monsieur le journaliste, je vais vous dire que je dois me livrer à un exercice important lorsqu'il s'agit d'analyser le discours du président de la République. Parce que beaucoup, on en a ramassé. Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 éléments qui m'intéressent. Le premier élément, ce sont des stratégies rhétoriques utilisées par le chef de l'État. Ouais. Et le deuxième, c'est
de pouvoir comprendre l'impact potentiel du discours du chef de l'État. Et un élément important, c'est nous sommes dans quel contexte? Nous l'avons déjà dit. Nous sommes dans le contexte d'agression de notre pays. Évidemment. Nous sommes dans quel contexte? Contexte de la recherche de la paix. Nous sommes dans quel contexte? De la célébration des 65 ans d'indépendance. Évidemment. Alors, qui a prononcé le discours? C'est le numéro 1, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'institution, la première institution parmi les 4 institutions de notre pays. Vous avez le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, n'est-ce pas? Oui. Et c'est lui qui prononce. Il s'adresse à qui? Au public. Mais quels sont les termes clés qu'il a utilisés? Il est revenu à cette occasion sur les partenariats, vous l'avez dit, avec les États-Unis d'Amérique. Il fallait qu'il explique aux gens, comme il l'a fait d'ailleurs, dans le lexique, dans le terme qu'il a utilisé, métaphore et d'autres figures de style, les éléments de langage qu'il a pu utiliser, vous allez comprendre, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un deal. Nous sommes dans le processus de paix. Nous sommes dans le cadre de la normalisation des relations avec les pays voisins, notamment le Rwanda. Et c'est avec la bénédiction du chef des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Vous voyez que le chef de l'État, en prononçant le discours, il devait dissiper le malentendu parce que beaucoup de gens pensaient que le pays a été vendu, les richesses de notre pays ont été bradées. Il fallait qu'il explique à travers l'engagement qu'il a pris, n'est-ce pas, devant la nation, qu'il ne pourrait pas brader les richesses de notre pays. Donc, il a juste montré qu'effectivement, c'est un homme de paix, il s'est engagé et il reconnaît les efforts qui ont été fournis par le président angolais, les efforts qui ont été fournis par le président Donald Trump, et sans toutefois oublier aussi la contribution significative de la République du Qatar. Parce que de toute façon, si l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont pris, c'est par rapport à cet aspect-là. Nous voulons également revenir sur l'aspect lié au respect des droits de l'homme, parce que vous êtes coordonnateur provincial d'une grande institution, Commission nationale pour les droits de l'homme. Comment vous évaluez 65 ans après le respect? Au stade actuel, il y a eu quand même une nette amélioration. Oui. Contrairement à ce que nous avons vécu en 1960, 1965, à 1997. Oui. Parce que les 3 périodes, 1960-65 ou même 97, étaient marquées par ce que nous avons appelé les assassinats politiques, les actes d'intimidation. Il y a eu confiscation des libertés publiques. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer, les gens ne pouvaient pas se réunir. Tout était contrôlé par le régime, n'est-ce pas, totalitaire de Mobutu et le régime autocratique de M. Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, nous assistons quand même à une nette amélioration des droits de l'homme. Et je le dis sans être contredit parce que notre pays maintenant est membre du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Notre pays est beaucoup considéré sur le plan purement diplomatique au stade actuel. Et je crois qu'il y a eu une nette évolution, n'est-ce pas? On a pris conscience du respect des droits économiques, des droits économiques, sociaux et culturels, le droit quand même civil et politique, ça c'est pris en compte, le droit de la 3e génération, qu'on appelle le droit communautaire. Donc, je veux dire qu'il y a une nette amélioration parce qu'il y a des gens qui jouissent de leurs droits, contrairement à ce que nous avons vécu dans le passé. Donc, ce sont les efforts qui ont été fournis par l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons l'existence de la Commission nationale des droits de l'homme qui a été créée à la suite de la loi portant institution, organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Nous avons d'autres acteurs, n'est-ce pas, qui interviennent, les organisations de la société civile, les mouvements associatifs. Nous travaillons main dans la main pour faire avancer notre pays. Et les droits de l'homme sont devenus une réalité dans notre pays. Nous voulons terminer, mais avec cette autre question, elle peut être considérée comme la dernière. Quel espoir le peuple congolais d'une façon générale, aussi la population d'Ikassai centrale, peut garder pour l'avenir de la nation? Pour l'avenir de la nation, tous les espoirs sont permis. Mais il y a deux éléments importants que nous avons tirés de l'indépendance, c'est l'autogouvernance, l'auto-administration, l'autogestion. Deuxième, c'est la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. J'insiste. L'autogouvernance voudrait que nous puissions nous autogérer, que nous ne puissions pas totalement dépendre des autres pays. Je crois qu'il y a moyen de pouvoir créer
des conditions favorables, n'est-ce pas, à la lutte contre le chômage, à la lutte contre l'impunité, à la lutte contre la corruption. Que les Congolais prennent conscience de ce qu'ils sont. Ceux qui dirigent, ils doivent diriger pour le bien du pays. Ils ne doivent pas diriger sous procuration. J'insiste, ils ne doivent pas diriger sous procuration. Évidemment. Que toutes les antivaleurs, que toutes les valeurs négatives, n'est-ce pas, soient battues en brèche. Notamment le détournement, notamment la corruption, notamment le non-respect des droits de l'homme, que l'on puisse reconnaître, n'est-ce pas, que les Congolais qui remplissent les conditions puissent gérer comme il se doit les biens de notre pays, qu'ils comprennent que notre patrimoine, c'est la RDC. C'est ça l'autogouvernance. Deuxième aspect, c'est juste la sauvegarde de la souveraineté. Ça, c'est un appel solennel. Nous ne pouvons pas brader à toute la population, à tous les Congolais qui sont épris de paix. Qu'on ne puisse même pas ceux qui nous suivent à travers le monde. Oui, qui ne puissent pas brader notre pays. Nous devons nous sentir comme Congolais, comme appartenant à cette mère patrie, et nous devons prendre soin de ces pays comme il se doit. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui, nous devons servir des paravents pour que l'étranger vienne exploiter de manière illicite notre pays, pour qu'on arrive à la balkanisation, non, nous devons nous mettre tous debout pour dire non à la balkanisation. Nous devons tous nous mettre debout pour nous sacrifier pour notre pays, parce que certainement ces pays méritent mieux. Et pour y arriver, nous devons juste travailler main dans la main dans un esprit de détente, de réconciliation, l'harmonisation des vues, sachant très bien que la démocratie doit respirer tout en respectant les libertés fondamentales, les droits de l'homme. Je crois qu'avec cet aspect des choses, notamment l'auto-administration et la sauvegarde de la souveraineté de notre pays, on parlera de la RDC partout. Maître Vincent Kaembe, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci mes journalistes, merci à tous nos amis téléspectateurs. Merci très chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, c'est la fin de ce numéro Table Ronde sur Motiva News TV. Et voilà, nous avions reçu Maître Vincent Kaembe, coordonnateur provincial de la CNDH, Commission nationale pour les droits de l'homme, ici au Cassé central. Nous sommes en plein centre-ville, comme vous pouvez le constater, à la place de l'Indépendance, où nous vous avons produit ce numéro à l'occasion des 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays. J'ai été aidé derrière le caméra par ingénieur Kermel Lela. Moi, je m'appelle Patient Marcelin Montebanzembele. Veuillez plus vous abonner et aussi liker pour plus de visibilité. À très bientôt.